être mieux. Bonjour à toutes et à tous. On enchaîne les conférences et cette conférence qui commence à 10h30 et qui finira à 11h15 est une conférence qui est dédiée à la maïeutique et à la profession de sage-femme. Je vous remercie d'être là si nombreuses et si nombreux parce que c'est une profession qui mérite qu'on s'y intéresse. Je te laisse te présenter peut-être. Donc, bonjour, je m'appelle Carla, je suis étudiante en 3e année en école de sage-femme du coup. Et moi, je m'appelle Julie Gaillard, je suis sage-femme de formation et puis je dirige maintenant le département universitaire de maïeutique de l'Université Paris-Cité, puisque nos études sont désormais complètement intégrées à l'université. Donc, j'ai fait volontairement un diaporama qui est assez court pour vous présenter à la fois la profession et les études telles qu'elles se déroulent ici à l'Université Paris-Cité. Et l'idée, c'est de laisser la place et du temps pour vos questions, qu'on puisse y répondre. Sachez également qu'on a un stand de maïeutique auquel on sera toute la journée et auquel vous pouvez venir nous voir directement si vous avez des questions plus précises ou plus personnelles. Alors, hop. Je crois que la première question sur laquelle il faut qu'on soit d'accord, c'est qu'est-ce que c'est que le métier de sage-femme? Parce que c'est une profession qui évolue énormément. Depuis, je dirais, 25 ans, nos compétences ne cessent de s'élargir et nos champs d'exercice ne cessent de s'élargir également. Donc vraiment, c'est une profession qui, à la fois dans les modalités d'exercice et dans ce qu'on fait concrètement au quotidien, évolue beaucoup. Ce qui a beaucoup évolué notamment depuis 2009, c'est nos compétences autour de la vie génésique des femmes. Donc, ce qu'on appelle vie génésique, c'est de la puberté jusqu'à la ménopause. Les sages-femmes ont un vrai rôle de praticien de premier recours pour les femmes, qu'elles soient enceintes ou qu'elles ne le soient pas. Et là, en l'occurrence, elles ne le sont plutôt pas. Donc, dans le suivi gynécologique, ça veut dire dépistage, cancer du col de l'utérus, du cancer du sein, suivi gynécologique annuel. Dans la contraception, donc prescription de la contraception aux femmes qui sont en bonne santé et suivi de cette contraception. Dans l'interruption volontaire de grossesse, donc on peut aussi accompagner les femmes qui ne souhaitent pas garder leur grossesse. Et puis dans le dépistage et la prise en charge des infections sexuellement transmissibles, que ce soit pour les femmes ou pour leurs compagnons. Donc rien que ça peut occuper toute une carrière. Évidemment, un rôle qui est plus connu parce qu'il est ancestral, c'est un des plus vieux métiers du monde, vous le savez. Tout ce qui touche à l'accompagnement et à la prise en charge médicale des femmes pendant leur grossesse, au moment de l'accouchement et en postpartum. Donc évidemment, le suivi de la grossesse, les consultations, les échographies si on a un diplôme universitaire qui le permet, la préparation à la naissance et à la parentalité. Évidemment, le suivi du travail et la pratique des accouchements. Les sages-femmes assurent en France plus de 75% des accouchements seuls. Et puis, à la naissance, le suivi postnatal de la mère et de l'enfant. Et ça aussi, c'est un champ de compétences qui s'élargit parce qu'on s'occupe des femmes et des enfants de plus en plus tard après l'accouchement. Et on sait qu'il y a une vigilance particulière à avoir à ce moment-là, parce que les femmes aujourd'hui, on a montré qu'elles ont plus de dépression postnatale et qu'il faut être assez vigilant dans ces moments-là. Donc la sage-femme est vraiment un acteur majeur à ce moment-là de la prise en charge. Et puis il y a des compétences qu'on pourrait dire plus transversales, parce qu'on va les retrouver que ce soit pendant la vie génésique des patientes ou pendant leur grossesse et leur accouchement. Tout ce qui tourne autour de la prévention et du dépistage, et notamment autour de la vaccination. Le dépistage des violences faites aux femmes, on en parle beaucoup, et vous imaginez bien que notre profession est au cœur de cette problématique. La recherche, et la recherche en maïeutique se développe énormément actuellement, et l'enseignement et le compagnonnage, c'est-à-dire la possibilité pour les sages-femmes de former les futures sages-femmes. Concrètement, comment ça s'articule avec les autres professions? On travaille en autonomie quand on s'intéresse aux femmes qui vont bien et qui sont en bonne santé. Donc tout ce qui tourne autour de la physiologie, donc les femmes qui vont bien et qui sont en bonne santé, on est autonome et responsable de nos actes avec un vrai droit de prescription. Et puis si on dépiste une pathologie, alors là on va travailler en s'articulant avec les médecins, qu'ils soient pédiatres, gynécologues obstétriciens, anesthésistes, etc. Et c'est vraiment un métier qui va s'exercer parfois seul,
et parfois en relation avec plein d'autres. Et il me semble que de toute façon, quel que soit le métier de la santé dont on parle aujourd'hui, c'est difficile de l'envisager sans se dire qu'on va être dans une chaîne de soins et interagir nécessairement avec d'autres professionnels. La sage-femme, elle interagit notamment avec les gynécologues obstétriciens, évidemment, mais aussi avec les pédiatres et les anesthésistes. Ils ne sont pas sur ce diaporama, mais les médecins généralistes, notamment en ville, sont un vrai compagnon, et il y a vraiment un dialogue entre ces deux professions qui s'installe. Les puéricultrices, les psychologues, les acteurs sociaux et notamment les assistantes sociales. Voilà, donc il y a un réseau de soins dans lequel s'inscrit la sage-femme, que ce soit à l'hôpital ou en exercice de ville. Et justement, les modalités d'exercice, elles sont extrêmement variées. La plupart des sages-femmes travaillent à l'hôpital, que ce soit un hôpital public ou privé, mais le pourcentage de sages-femmes qui travaillent à l'hôpital a tendance à diminuer un peu au profit des autres modalités d'exercice. Et ça, c'est une tendance qu'on commence à voir depuis plusieurs années. Elles peuvent s'installer en cabinet libéral, et quand je dis cabinet libéral, je le pense au sens large. Ce n'est pas seulement un professionnel tout seul dans son cabinet, mais ça peut être une maison de santé, des CPTS, des communautés professionnelles de territoire. Donc cet exercice en ville, il peut prendre plein de formes différentes. Elles peuvent aussi travailler en PMI, donc protection maternelle et infantile. Ce sont des structures communales ou départementales qui prennent en charge surtout les patientes avec des difficultés psychosociales, au planning familial, en hospitalisation à domicile, en maison de naissance, dans l'humanitaire et puis à l'université, comme c'est le cas pour moi par exemple. Et c'est vrai que ça fait des carrières qui peuvent être particulièrement riches. Si je peux me permettre de prendre mon exemple à moi, j'ai travaillé à l'hôpital public pendant 8 ans, en occupant à la fois des postes en salle de naissance, en consultation, en suite de couche, en grossesse à haut risque. Puis après, je me suis installée en libéral et j'ai travaillé encore 8 ans en cabinet libéral, en développant beaucoup mon activité autour de la gynécologie. Et là, depuis 5 ans, je travaille à l'université et j'enseigne principalement mon métier. Donc ça veut dire qu'on peut avoir une carrière avec des modalités d'exercice extrêmement différentes. On peut évidemment se spécialiser, soit via des diplômes universitaires ou interuniversitaires, soit via des masters. On peut se spécialiser en échographie, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, en acupuncture, en hypnose, en addictologie, en sexo, en PMA. On peut faire de la recherche. Et j'ai mis 3 petits points parce qu'en fait, les orientations possibles sont extrêmement larges et je n'arriverai jamais à toutes les citer ici. Alors, quid des études? C'est-à-dire qu'avant d'être sage-femme, il faut faire des études. Donc vous le savez sans doute, ces études, elles ont beaucoup évolué récemment. Donc maintenant, vous avez 6 ans d'études à réaliser. Donc, hop là, pardon. Est-ce que vous voyez mon petit bouton? Voilà. Tout en haut, vous avez PASS-LAS, donc les 2 voies d'accès principales. PASS plutôt pour les étudiants, enfin pour les lycéens qui ont un profil scientifique et qui vont donc être capables et à l'aise pour assumer les disciplines scientifiques que vous allez faire en PASS. LAS, peut-être pour des profils un peu plus diversifiés, où vous aurez une majeure qui sera pas de la santé et une mineure qui sera de la santé, qui vous permettra également d'accéder à la maïeutique. Je crois que juste avant moi, ou dans la journée en tout cas, vous avez aussi des conférences dédiées à ça et je préfère les laisser parler, ils sont bien plus à l'aise que moi là-dessus. Et puis ensuite, vous rentrez en SMA2, alors SMA ça veut dire sciences maïeutiques, et vous avez SMA2, SMA3, ce qui vous permet en fait de finir la licence, le premier cycle, SMA4, SMA5, le deuxième cycle, le master, et puis maintenant, et c'est la nouveauté, SMA6, donc un 3e cycle court, avec une thèse d'exercice comme les médecins, les pharmaciens, les dentistes en soutiennent une, qui nous permet de vous donner le titre de docteur en maïeutique à la fin. Ces études, elles ont une spécificité, elles sont dès la première année très professionnalisantes et tu pourras peut-être en parler de tes premiers stages. Donc vous voyez, hop, la théorie est en jaune, les stages sont en bleu-vert. Dès la SMA2, donc dès que vous avez fini votre PASS ou votre LAS, vous avez presque un quart de votre temps qui est consacré au stage.
Alors des stages qui sont d'abord dans tous les services et pas seulement en maternité, en gynéco. Et puis plus vous allez aller dans le cursus et plus vous allez vous spécialiser sur la gynéco, l'obstétrique, la pédiatrie. Et donc dès la fin de la licence, vous consacrez 40% de votre temps à être en stage. Et plus vous avancez, et plus il y a de stages. On a encore des incertitudes sur cette année-là, notamment parce qu'elle est toute nouvelle et qu'elle n'est pas encore complètement finie de construire. Les groupes de travail ministériels avancent sur ce sujet en concertation avec les étudiants pour construire le programme qui va être le plus pertinent, qui va permettre le bien-être des étudiants et qui va être le plus pertinent pour qu'on forme des bonnes sages-femmes. Mais l'idée, c'est qu'il y aura toujours beaucoup de stages et de toute façon, de plus en plus quand on avance dans le cursus. Alors, qu'est-ce qu'elle a comme avantage, cette formation ? D'un côté, effectivement, vous êtes très vite au contact du patient et c'est fondamental. Elle est très interdisciplinaire, je vous l'ai dit, on est à la croisée de plusieurs disciplines. On a de bonnes compétences techniques, c'est-à-dire qu'on apprend quand même des gestes qui sont très fins et qui sont très techniques. Et alors, l'employabilité, ça, c'est pas un problème. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin de vos études, vous aurez du travail. Elle est très professionnalisante. On sait que nos étudiants, quand ils obtiennent leur diplôme, le lendemain, ils vont travailler. Enfin, il n'y a pas de temps de latence, il n'y a pas d'acquisition complémentaire. Ils sont prêts à aller travailler. Ce sont des petites promotions, à peu près 40 étudiants. Et ça, c'est assez précieux pour nous parce qu'on se connaît bien. Nous, les enseignants, nous connaissons les étudiants nous connaissent. On les suit de façon assez individualisé. Chaque étudiant a un référent pédagogique et le voit au moins 2 fois par an pour faire le point sur son cursus, pour être sûr que tout se passe bien, que la mise en stage s'effectue normalement. Il y a une belle vie étudiante aussi, je te laisserai en parler peut-être. Et puis, il y a une équivalence des diplômes dans toute l'Europe, donc vous pouvez aller travailler partout en Europe, sachant que les sages-femmes françaises, parce qu'elles font beaucoup d'études et parce qu'elles ont beaucoup de compétences, sont assez recherchées. Qu'est-ce qu'on attend des étudiants en maïeutique et des sages-femmes une fois qu'elles sont diplômées ? Évidemment, qu'elles soient capables de communiquer, d'être à l'écoute, d'être empathiques, mais ça c'est valable pour toutes les professions de santé. Évidemment, une forte capacité à bien raisonner, c'est-à-dire être capable de recevoir une patiente et en fonction des symptômes à construire un raisonnement médical qui permet d'arriver au diagnostic. Le travail en équipe est fondamental, je vous l'ai dit plusieurs fois déjà. Il faut quand même être bien capable de rigueur, d'organisation, de sens des priorités, de gérer l'urgence, parce que quand on travaille en salle de naissance, faut savoir gérer l'urgence et la gérer dans le sens technique du terme, mais également dans le sens émotionnel du terme, c'est-à-dire être capable de s'y confronter. Et puis évidemment, perpétuellement se questionner, c'est toujours mieux. Ça, je vous l'ai déjà dit un petit peu aussi. Vous pouvez évidemment poursuivre vos études une fois que vous avez votre diplôme de docteur en maïeutique, soit plutôt dans un aspect recherche, et c'est ce qui est écrit en master plus ou moins doctorat, quelle que soit la discipline, sciences humaines, sciences de l'éducation, santé publique, biologie, mais également pour mieux vous professionnaliser dans un domaine, pour vous spécialiser dans un domaine qui va vous servir dans votre mission de soignant, par exemple en faisant de l'échographie, de la dicto, de l'acupuncture, etc. Vous avez tout pour vous renseigner ici. Est-ce que tu veux parler un peu de tes études et de tes stages, peut-être expliquer où est-ce que tu es allée ? Déjà, comme l'expliquait Madame Gaillard, c'est vrai que les études de sage-femme, c'est des études qui sont très rassurantes, entre guillemets. On est des petites promos, on se connaît toutes, nos professeurs nous connaissent bien, etc. Donc c'est des études qui nous permettent vraiment, je trouve, d'apprendre en étant tout à fait épanoui. C'est vraiment hyper agréable. Les stages en première année, alors encore plus avec la réforme, parce que moi du coup je suis encore dans l'ancien parcours qui fait pas maïeutique en 6 ans du coup, mais c'est vrai qu'on fait des stages un peu partout en première année. Moi pour vous dire, le premier stage j'étais en neurochirurgie, donc vraiment rien à voir avec le métier de sage-femme, mais c'est des stages qui sont très très intéressants. Et effectivement, oui, dès la première année, on est amené à être rapidement au contact des patients, rapidement faire des petites choses, que ce soit au début juste des soins infirmiers, prise de sang, etc. Et de plus en plus
être amené à oui, avoir un petit peu plus de responsabilité, on va dire. Et c'est passionnant en fait, parce que vous voyez que ce que vous apprenez en cours, vous le mettez directement en pratique en stage. Ça vous permet déjà de mieux réviser vos cours et ça amène quelque chose de plus concret, parce que c'est vrai que quand on fait des études scientifiques, parfois, c'est un peu, quand on apprend nos cours, c'est un peu compliqué, un peu abstrait, mais là du coup ça ramène vraiment du concret quand on est en stage, quoi. J'ai peut-être 2 choses à rajouter par rapport à ce que tu dis. Donc, tu as dit on est toutes bien encadrées. Effectivement, il y a beaucoup plus de filles que de garçons, mais c'est bien sûr des études qui sont autant ouvertes aux garçons qu'aux filles. Ça, c'est une première chose. Et ce qui est important que vous sachiez aussi, c'est que si vous êtes en PASS ou en LAS ici, en fait, la suite de vos études de maïeutique peuvent se faire ici à Université Paris-Cité, mais il y a aussi un certain nombre d'étudiants qui partent à l'université Versailles-Saint-Quentin. Et ça, c'est important à savoir. Donc, on a un gros contingent d'admission en maïeutique, donc on admet pas mal d'étudiants, et ils peuvent aller soit à Paris-Cité, soit 30 places, soit à Versailles-Saint-Quentin, 23 places de mémoire. Sachant que, certes, les études sont à Versailles-Saint-Quentin, mais les terrains de stage sont mutualisés sur toute l'Île-de-France. Donc nous, on a des étudiants qui habitent assez loin, mais qu'on peut mettre en stage près de leur domicile, parce qu'en fait, les terrains sont répartis entre les 3 départements de maïeutique d'Île-de-France, Sorbonne Université, Paris-Cité, Versailles-Saint-Quentin. Voilà, c'était une précision que je voulais apporter. C'est vrai qu'on choisit nos terrains de stage. Alors, il y a des stages qui sont imposés. Par exemple, on dit à telle période, on doit faire un stage en salle de naissance, telle période, on doit faire un stage en maternité en suite de couche. Mais c'est vrai que chaque année, pour l'année d'après, on émet des choix, des vœux de lieux de stage. Et généralement, on a tous ce qu'on veut plutôt. Hein. Voilà. Et c'est intéressant aussi parce que du coup, le fait qu'on puisse aller dans plein de lieux de stage différents, on découvre énormément d'hôpitaux. On tourne vraiment dans toute l'Île-de-France, ce qui nous permet après de commencer à faire nos choix de où est-ce qu'on souhaite travailler plus tard. Voilà. Et sinon, c'est une vie étudiante qui est très riche, avec un BDE. Vous avez juste ici en bas l'AESFB, qui organise pas mal de choses, donc tout ce qui est soirée, etc. On a aussi un tutorat maintenant, qui est tout nouveau cette année. Donc on vous fournit des fiches de cours qui sont actualisées tous les ans. On commence un petit peu à organiser des calls, etc., pour vous aider un petit peu. On a un service aussi on a un pôle de parrainage aussi. Donc normalement, vous aurez tous et toutes en première année un parrain ou une marraine qui vous accompagnera pendant toutes vos études. Voilà, on a des familles de parrains et de marraines. On est très fan de ça en école de sage-femme. Et aussi, bien sûr, toute la vie étudiante. Donc voilà, les soirées, les sorties, on organise plein de choses, des ateliers poterie, des raclettes à Noël, tout ça. Voilà, c'est très convivial. C'est ça, exactement. Au fur et à mesure que tu parles, il y a d'autres choses qui me viennent à l'esprit. Il y a la possibilité, quand on est en master, donc dans la deuxième partie du cursus, de faire des stages à l'étranger. Il y a des partenariats qui sont déjà assez forts, notamment avec le Sénégal. Et on est en train d'en créer d'autres grâce à l'Université Paris-Cité qui est fort de plusieurs relations internationales déjà très développées. Par exemple, avec le Vietnam, on aimerait bien créer des liens. Ça peut être aussi des liens en recherche avec Singapour. Enfin voilà, il y a moyen d'organiser des stages à l'étranger et on est assez enclin à vous laisser partir si tout va bien pour vous et que c'est votre souhait. Ce sont des stages assez courts, 4 à 6 semaines, mais c'est très formateur d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Peut-être vous avez des questions ? Alors moi, si vous n'avez pas de questions, j'en ai. Est-ce que tu peux nous dire si tu as déjà fait un accouchement ? J'ai déjà fait un accouchement, effectivement. Ça arrive assez rapidement. Dès la première année, on est amené à participer à notre niveau à des accouchements. Donc, comme je vous disais au début, surtout en SMA2, ça va plutôt être des soins infirmiers.
Mais ensuite, de plus en plus, là, je suis en 3e année seulement. Et oui, ça m'est déjà arrivé de faire un accouchement seul, bien évidemment accompagné de la sage-femme à côté, équipée au cas où elles doivent reprendre la main. Mais oui, ça arrive assez rapidement. On est rapidement amené à faire un accouchement seul. Voilà. Je crois que c'est important de s'en rendre compte, à la fois parce que c'est génial de pouvoir aller si vite sur le terrain et pouvoir s'immerger dans ce qui sera votre futur métier, mais ça veut dire aussi qu'il faut y être préparé et qu'il faut arriver en se disant ça va venir vite. Donc est-ce que je suis solide, est-ce que je suis prête? C'est important de se poser ces questions-là avant de venir en maïeutique. Voilà. Je dirais aussi qu'il y a quand même des fortes attentes académiques et qu'il faut que vous les gardiez en tête. Souvent, on voit nos étudiants de SMA2, donc juste après PASLAS, qui arrivent et qui se disent « ça y est, on a passé PASLAS, c'est cool, on va se reposer ». Alors évidemment, ce n'est jamais l'intensité que génère un concours, et notamment celui de PASLAS qui est particulièrement sélectif. Mais cependant, les cours sont obligatoires, les stages sont obligatoires, vous avez un vrai rythme, 30-35 heures semaine, avec pas mal de choses à réviser. Donc, ce sont des études intenses et prenantes, qui demandent un bel investissement. Alors, un investissement dont on a le retour très rapidement parce qu'on commence très vite les stages et donc on voit très bien à quoi on va être confronté et ce qu'on va pouvoir faire. Mais voilà, ne vous dites pas j'y vais et ça va être tranquillou après PASLAS, parce que ça ne serait pas tout à fait vrai. Je ne sais pas ce que tu en penses. Oui, c'est exactement ça. De toute façon, si vous êtes ici, c'est que j'imagine que vous voulez faire des études de santé, peut-être sage-femme, peut-être autre chose. Mais de toute manière, les études de santé, de manière générale, c'est des études qui sont compliquées. Enfin, ça, on le sait tous. Et c'est vrai que oui, c'est vrai que dès la SMA2, on arrive en se disant tranquille, et puis on prend du retard et on se prend un peu une grosse claque si jamais on n'a vraiment rien fait. Mais à la différence, c'est vrai, de PASLAS, c'est que c'est ça, on voit rapidement en stage qu'on apprend des choses qui vont nous être utiles plus tard. Et c'est des choses en fait qui nous passionnent, parce que vous allez voir, en rentrant en PASLAS, on n'est forcément pas tous fans autant de chimie que de biologie, etc. Enfin, voilà. Mais en revanche, c'est vrai qu'à partir de la SMA2, en fait, toutes les matières sont vraiment passionnantes, quoi. Donc on apprend beaucoup, on travaille beaucoup, mais ça nous plaît. Donc voilà. Et il y a une question. Je ne sais pas si quelqu'un peut vous passer un micro, ou si vous parlez très très fort. Je m'approche pour vous. C'est super. Alors c'est une très bonne question. La question c'était, est-ce que les stages font l'objet d'un mémoire? Alors pas tous. Je dirais qu'il y a deux choses. Chaque année, en tout cas c'est comme ça pour l'instant, ce sont des choix pédagogiques qui peuvent évoluer, mais on demande aux étudiants de faire ce qu'on appelle un portfolio. Et chaque année, le thème est différent. En 3e année, on demande de faire un portfolio sur l'allaitement, en 4e année sur le suivi du travail, et en 5e année sur la contraception. Et l'idée, c'est que l'étudiant ramène dans son portfolio des situations cliniques qu'il a rencontrées en stage, et qu'il dégage de ces situations soit une question de recherche. Et donc l'idée, c'est, par exemple, j'ai vu telle pratique clinique en stage pendant le suivi du travail. Est-ce que cette pratique est validée par la science? Est-ce qu'on a des études sur le sujet? Et comment est-ce qu'elles sont applicables à ce cas? Et donc on lui demande de formuler une question de recherche, d'aller chercher dans la littérature scientifique ce qui existe et de venir l'appliquer ensuite à son cas rencontré en stage. Donc il y a cette forme-là de travail. Donc ce n'est pas sur un stage précisément, sur les situations qui lui ont semblé les plus intéressantes cliniquement. Et on lui demande également, et ça c'est notamment le portfolio de contraception, de tirer de son expérience clinique des outils qui pourraient être utiles quand il sera professionnel, il ou elle sera professionnel. Donc outils de prescription pour aider les femmes à choisir la contraception qui leur convient le mieux. Et puis, par exemple, des fiches qu'on pourrait remettre à une patiente et qui l'aideraient à être plus observante ou à bien comprendre quelle contraception on lui prescrit. Voilà. Donc il y a vraiment une réflexion et une interaction entre ce qu'on apprend en clinique et ce qu'on apprend d'un point de vue plus académique, puisque les deux sont intimement liés.
Et la deuxième chose que je voulais dire, puisque vous m'avez lancé sur ce sujet-là, c'est que parallèlement à ça, il y a actuellement un mémoire de fin d'études et désormais une thèse d'exercice. Donc les premières qui soutiendront leur thèse d'exercice, si je ne me trompe pas, c'est 2029. Le sujet pouvant être extrêmement varié, on a des étudiants, par exemple, qui choisissent de faire un mémoire historique. Souvent des mémoires de très bonne qualité. Par exemple, là, on a une étudiante qui a fait un mémoire l'année dernière sur les pratiques autour du travail et de l'accouchement au Moyen-Âge. Et elle vient de voir publier son ouvrage chez l'Harmattan. Donc, voilà, ce sont des mémoires. Là, c'est un exemple auquel je pense parce que c'est tout récent. Et puis, il y a des étudiants qui vont faire quelque chose de très concret, faire une étude en allant interroger soit des patients, soit des professionnels, en allant ouvrir des dossiers. Et donc, il y a ce travail de recherche qui vient couronner les 6 ans d'études. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, alors la question est, au niveau des matières, au début c'est très généraliste et après ça s'affine. Oui, c'est exactement ça. En SMA 2, il y a quand même beaucoup de matières assez générales, à la fois des sciences un peu fondamentales, par exemple de l'embryologie, bactériaux, viraux, parasitaux, qui sont très importantes. Et je me permets de le dire ici, et je devrais le dire aussi aux étudiants qui sont déjà en maïeutique, parce qu'on les apprend, elles sont encore un peu déconnectées du terrain, puisqu'on les apprend au début, mais en fait, elles sont fondamentales. Savoir comment fonctionne le toxoplasme et pourquoi la toxoplasmose est une maladie dangereuse pendant la grossesse, si on n'a pas compris au départ ce que c'est que le toxoplasme en parasito, on ne va pas y arriver. Donc ces matières fondamentales, elles sont fondamentales. C'est bien comme ça qu'il faut les appeler. Il y a aussi des matières plus cliniques, mais qui sont très générales, cardio, pneumo, etc. Parce qu'une femme enceinte, elle reste un corps entier avec un cœur, des poumons, des reins, etc. Et effectivement, plus on va aller dans le cursus, et plus on va se spécialiser avec un gros noyau dur autour de l'obstétrique, de la gynécologie et de la pédiatrie. Et puis des matières phares qui restent autour, psycho, pharmaco, un peu de droit et de législation, etc. Tu veux ajouter quelque chose ? Faut vous dire que le métier de sage-femme, c'est un métier où vous allez voir beaucoup les femmes dans toute leur vie. Et même si, évidemment, on n'est pas cardiologue ou pneumologue, etc., c'est hyper important pour nous de savoir ce qui est physiologique et ce qui est pathologique pour pouvoir adresser. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on a des cours de cardiologie, de pneumologie, etc. C'est que si jamais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui nous semble anormal, qui nous semble peut-être pathologique, de savoir adresser, de savoir reconnaître ce qui est physiologique ou non, c'est ça. On est comme sur une ligne de crête entre la physiologie et la pathologie, à la fois capable de gérer seul la physiologie, mais capable d'adresser quand on va vers la pathologie. Donc il faut les connaître, ces maladies. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Alors, il y a 3 départements de maïeutique en Île-de-France, Sorbonne Université, Université Paris-Cité et Versailles-Saint-Quentin, Université Versailles-Saint-Quentin. Et ça fait combien de sages-femmes, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, alors je vais reprendre ça parce qu'effectivement, les flux d'étudiants en maïeutique sont assez complexes. Effectivement, il y a 3 départements de maïeutique, mais les étudiants qui intègrent ces départements de maïeutique peuvent venir d'universités qui n'ont pas eux-mêmes de département de maïeutique. Je prends un exemple. Nous, notre département de maïeutique à Université Paris-Cité, il recrute 30 étudiants qui viennent d'Université Paris-Cité, PASS, LAS, passerelle et admission à titre étranger. Et il en recrute 10 qui viennent de Sorbonne Paris-Nord, Bobigny. Sorbonne Paris-Nord, université dans laquelle il n'y a pas de département de maïeutique. Mais pour que les étudiants de ce territoire-là puissent eux aussi avoir accès à de la maïeutique, ils font leur PASS, leur LAS à Bobigny et ensuite ils viennent chez nous. De la même façon, il y a des étudiants de PASS LAS d'Université Paris-Cité qui vont être admis en maïeutique et qui vont partir à Versailles-Saint-Quentin.
Et le choix se fait en fonction du rang de classement. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question ? Ah oui, Paris Nord, ils peuvent venir soit à UP Cité, soit à Sorbonne Université. Je crois qu'il y en a 4 qui vont à Sorbonne, 10 qui vont chez nous, mais je vous dis ça de tête, donc j'espère ne pas me tromper. Exactement, c'est selon le classement que vous choisissez l'endroit où vous êtes affecté. Oui, tout à fait. Mais ça, n'hésitez pas, si vous avez des questions de cet ordre-là, comme c'est un peu technique, n'hésitez pas à nous écrire pour qu'on puisse vous répondre de façon précise. Oui. Alors, il faut que vous parliez bien fort parce que vous êtes loin. Ok. La question, c'est est-ce que les examens, c'est du contrôle continu ou des partiels et du contrôle terminal ? C'est les deux, mon capitaine. À la fois du contrôle continu, notamment sur les stages, c'est-à-dire que votre stage, il est validé à la fin de votre stage et il n'y a pas un examen en plus. Sur certaines unités d'enseignement, c'est aussi du contrôle continu. Et puis, pour d'autres, il y a un contrôle terminal avec des partiels semestriels. Tu veux rajouter quelque chose sur les partiels ? C'est une organisation, enfin vraiment, c'est comment dire, mince, j'ai oublié ce que je veux dire. C'est un peu finalement la même organisation qu'en PASSLAS, hein, vous allez voir, mais comme dans toutes les études comme dans toutes les autres études de santé, hein, c'est des partiels juste en fin de semestre. C'est ça, avec d'autres matières qui sont validées dans l'année. Les examens, il ne faut pas trop vous stresser par rapport à eux. C'est pas, faut sortir de la tête que c'est un concours, quoi. Voilà. Et je voudrais aussi revenir juste un instant sur les stages. On a la chance, quand on rentre en école de sage-femme, d'avoir des stages qui sont extrêmement encadrés. C'est pas comme les stages en médecine ou dans d'autres filières de santé. Une fois qu'on arrive en stage, on a un référent de stage qui est généralement la sage-femme qu'on va le plus voir pendant notre stage. On a, comme le disait Madame Gaillard, un référent pédagogique à l'école qui est un de nos profs à qui on peut s'adresser si jamais on rencontre un problème en stage. Donc c'est vraiment, on est extrêmement encadré, on n'est pas jeté comme ça tout seul dans l'hôpital sans savoir quoi faire, où aller, etc. Je vous remercie infiniment. On va être obligé de s'arrêter pour laisser la place à la conférence suivante qui est sur PASSLAS et qui du coup intéresse beaucoup de monde. Je vous invite à nous écrire si vous avez des renseignements à demander ou à nous rejoindre sur le stand maïeutique où nous serons présents toute la journée. Merci beaucoup.